Grand Est, terre d'énergie, alors que la France élabore cette année sa prochaine stratégie énergie-climat. Focus sur le Grand Est, terre d'énergie. Pour en parler autour de nous, cette table ronde, Jean-Baptiste Arnoux, directeur territorial Meurthe-et-Moselle et délégué à l'action régionale Grand Est pour Enedis. Vous êtes ici en fin de table. Jean-Michel Deveza, votre voisin, délégué régional EDF Grand Est. Également, nous avons Estelle Burkel, directeur général adjoint métier et expertise technique au sein du syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle, Madame Burkel. Et nous finissons avec Gilles Pourret, directeur régional Grand Est de Total Énergie. Merci à tous d'être avec nous sur cette table ronde. On se posera la question de savoir pourquoi on a un représentant de la gestion de l'eau au milieu de ces énergéticiens, mais vous allez très vite comprendre, puisqu'on va parler de l'évolution de cette terre d'énergie qu'est le Grand Est. Je vais avant toute chose donner la parole à Monsieur Deveza, puisque vous êtes un peu excusez-moi du terme, l'historique en tant que responsable d'EDF, une entreprise qui existe depuis un certain nombre d'années. Ici, la région Grand Est est une région, une terre d'énergie, que ce soit à travers l'hydroélectricité ou le nucléaire. Absolument. Bon, la France est déjà une terre d'électricité décarbonée et le Grand Est, la région Grand Est, est une terre d'énergie, une terre à profusion. Alors vous l'avez cité, hein, dans les énergies électricité décarbonées, on a d'abord un parc nucléaire avec 3 centrales en fonctionnement, donc sur les Ardennes, sur la Lorraine et puis sur l'Aube. C'est une terre d'hydraulicité, hein, donc avec de l'hydroélectrique et notamment une dizaine de barrages sur le Rhin qui équivalent quasiment à une tranche nucléaire. C'est également une terre d'énergie renouvelable. L'hydraulique est renouvelable, pilotable, d'énergie renouvelable comme le photovoltaïque et l'éolien en abondance. Hein. On a un peu moins de soleil peut-être qu'ailleurs, mais il y a énormément de projets et de sites qui sont en fonctionnement. Et puis c'est une terre aussi de réseau de chaleur. C'est une vieille tradition, sans doute du Grand Est, d'énergie renouvelable et de récupération. Et nous, avec la filiale d'Alker, on est très présents sur ces 4 éléments. Donc au global, oui, en termes d'électricité, il faut l'avoir en tête, on produit 2,5 fois ce que l'on consomme dans le Grand Est. Donc on est très largement exportateur sur la France et vers les pays adjacents. Et une région exportatrice, une région également tournée vers l'avenir, puisqu'il y a une évolution du marché, et on peut le voir avec vous chez Enedis, puisque avant il y avait des centres de production qui étaient tout à fait limités, et maintenant il y a un développement de ces centres de production, et ça va nous amener dans quelques instants à donner la parole à Mme Burkel, puisque on peut voir que n'importe quelle entreprise aujourd'hui, et pas n'importe quelle entreprise, puisque là c'est un syndicat de gestion de l'eau avec SDEA, peut devenir producteur d'énergie. Parlez-nous de cette évolution du marché et de la nécessité que vous avez de créer des infrastructures. Oui, effectivement, alors Jean-Michel vient de le dire. D'abord, la région Grand Est a un réel atout énergétique, c'est que c'est la première région en termes de puissance installée en production énergie renouvelable, avec quasiment 5600 mégawatts de production, 80% pour l'éolien et puis à peu près 10% pour le solaire. Et c'est vrai qu'au moment où la stratégie française sur le bas carbone prend de l'ampleur, c'est un atout considérable pour la région Grand Est sur ce sujet. On voit effectivement, on a eu la loi d'accélération des ENR qui vient d'être signée en janvier avec l'ambition de raccorder 70 gigawatts au réseau de distribution. C'est x2 sur la production éolienne aujourd'hui et x4 sur le parti solaire, ce qui est conséquent. Et on a déjà vu la dynamique en 2022, puisque c'était quasiment plus 55% par rapport à 2021. Et puis, et la loi a introduit ce sujet. D'abord, le schéma régional, le SRADET, dans le Grand Est, avait prévu cette ambition, puisque c'est quasiment 9 gigawatts en éolien. Et cette loi, cette production, elle introduit aussi de nouveaux besoins et de nouveaux usages. Parlez-nous infrastructure. Et notamment, la volonté des citoyens, des entreprises, des communes, de pouvoir consommer localement cette production qui se fait par le biais de ces ENR. Et on a un dispositif tout trouvé qui s'appelle l'autoconsommation collective. Et sur ce sujet, dans la région Grand Est, il y a déjà 26 installations de ce type en service et on a une vingtaine en projet. Globalement, c'est quoi ? D'abord, c'est un projet citoyen, puisque c'est bénéficier et utiliser la production d'ENR en électricité localement et la consommer localement dans un rayon de 2 km de diamètre. Aujourd'hui, c'est principalement des collectivités locales qui se sont engagées dans les 26 que j'ai cités, mais on voit de plus en plus d'entreprises dans la région s'y tourner sur les zones industrielles, sur les zones commerciales, pour pouvoir participer à ce cercle vertueux, je dirais, de production locale et de consommation locale.
Production et consommation, ça va m'amener à vous donner la parole concernant la production et dans quelques instants à vous, Monsieur Pourret, sur la consommation, puisque Total, ce ne sont pas que des stations essence, ça a beaucoup évolué. On va parler donc de cet aspect d'entreprises qui deviennent acteurs. Vous n'êtes plus simplement des consommateurs, vous êtes des gestionnaires d'énergie, c'est bien ça ? Alors oui, tout à fait. Alors, le SDEA, c'est un acteur principal de l'ensemble du cycle de l'eau. On intervient actuellement pour 700 communes et un peu plus d'1 million d'habitants. Donc pour ça, on a tout un tas d'ouvrages de traitement d'eau ou d'eau usée principalement qui représentent 70% de notre consommation actuelle, avec des enjeux économiques relativement importants. Ces derniers temps, on est sur pratiquement 20 millions d'euros de budget au niveau consommation énergétique. Donc effectivement, on a dû passer de simples consommateurs, entre guillemets, à gestionnaires d'énergie et voire producteurs à l'avenir. Gestionnaire d'énergie, vous pensez même à faire évoluer votre flotte pour que, là aussi, il y a un levier de croissance ou en tous les cas d'économie d'énergie. Alors la gestion de l'énergie, elle va s'articuler autour de 3 leviers principaux. C'est effectivement la maîtrise de la consommation énergétique au quotidien pour nous permettre de maîtriser également le coût de l'eau et le coût de l'assainissement qu'on va délivrer. Pour autant, ça veut dire concevoir les installations avec des technologies différentes qui nous permettent de garantir la performance de nos installations tout en étant encore plus économes en énergie, et effectivement une réflexion de fond sur toute la flotte de véhicules notamment, avec des enjeux qui sont peut-être liés aux problématiques industrielles aussi, où le monde actuellement, le monde professionnel des fabricants ne nous apporte pas les solutions encore existantes à nos besoins, face à nos besoins. Ça m'amène à vous donner la parole, à vous, Monsieur Pourret, puisqu'on est sur cette idée un peu préconçue de Total, simplement une station-service. Et ben non, c'est une station multiservice Total aujourd'hui, surtout. Oui, c'est ça. L'énergie, j'entends bien. Voilà, Total Énergie. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, vous parliez de station essence. Ensuite, on a parlé de station service. Et puis maintenant, effectivement, on parle de station multi-énergie. En fait, tout le défi pour nous, c'est d'arriver à fournir l'énergie d'aujourd'hui tout en construisant le système énergétique demain. Et la station service est assez emblématique, puisque aujourd'hui, dans une station-service, vous allez pouvoir trouver effectivement un mix de différentes énergies. Alors, dans nos stations-service, déjà, dans la plupart, vous trouvez du biocarburant, qui sont un carburant alternatif. On parle notamment de bioéthanol. E85, c'est un carburant alternatif qui permet, avec un moteur thermique, de pouvoir avoir une consommation qui est moins carbonée. Et puis, on va accélérer dans cette transformation en maillant le territoire, donc en priorité avec nos stations-service, avec un certain nombre de stations qui vont être équipées de bornes électriques. Donc on a d'ores et déjà sur l'ensemble 458. Voilà, alors 458 bornes électriques, mais on a surtout l'ensemble de nos stations-service d'autoroute et ce qu'on appelle de voies de jalonnement qui sont d'ores et déjà équipées de stations très haute puissance, donc de bornes très haute puissance qui vont permettre de recharger une voiture en une vingtaine de minutes. On va également équiper nos stations de distribution de gaz et biogaz, puisqu'on a aussi la mobilité longue distance qui se positionne de plus en plus vers cette énergie. Et puis on travaille également sur l'hydrogène, puisque l'hydrogène est aussi une des énergies de l'avenir, notamment sur la mobilité longue distance. Oui, pardon. Alors, je faisais juste une petite parenthèse pour montrer qu'on est aussi cohérent sur les sujets d'eau et de solaire, puisque aujourd'hui, toutes nos stations-service sont équipées de panneaux solaires, donc pour contribuer aussi à la production électrique de la station. Et puis sur les stations qui ont des bornes de lavage, on est également dans une logique de recycler l'eau pour justement être le plus vertueux possible en termes d'écologie. Vertueux, c'est l'objectif que vous avez chez Total Énergie. Parlez-nous de la position de production d'énergie renouvelable que vous avez en photovoltaïque et éolien chez Total Énergie. Alors effectivement, c'est également un axe important de notre développement. Le Grand Est est pour nous clairement la région la plus dynamique en termes de production d'énergie renouvelable. Je croyais qu'il faisait toujours mauvais en Grand Est. Alors c'est effectivement la croyance, mais
Alors, quand on parle d'énergie renouvelable, il y a effectivement il y a l'hydroélectrique, il y a aussi l'éolien. Pour l'éolien, le Grand Est est particulièrement intéressant d'un point de vue géographique. Et puis effectivement, le solaire. Total Energy, c'est à peu près une cinquantaine de sites de production renouvelable, que ce soit éolien ou photovoltaïque. Ça représente à peu près 400 mégawatts. 400 mégawatts, c'est la consommation de 400 000 habitants. Les usages, l'amélioration technologique va nous permettre d'adresser de nouveaux sujets ou de nouveaux usages. On parle beaucoup maintenant d'agrivoltaïsme, les ombrières de parking. Tout ça, c'est des usages qui vont aussi, accélérer le développement du solaire dans le Grand Est. Accélérer le solaire, mais pas uniquement. Il va falloir des infrastructures. On va revenir vers vous et Enedis, mais je voudrais qu'on donne la parole à M. Devésa concernant ce discours d'Emmanuel Macron à Belfort le 10 février 2022. On parle quasiment du serment de Belfort. C'est quelque chose qui a du sens chez EDF. C'est un triptyque économie, en tous les cas sobriété, décarbonation, et également la volonté de continuer et d'agir sur le nucléaire. Alors oui, c'est pas le serment, c'est le discours de Belfort, et dans lequel le groupe EDF s'inscrit totalement, qui est sur un triptyque, trois éléments. Le premier, c'était parfaitement dit juste avant par Madame, c'est la sobriété, c'est qu'on ne gagnera pas la bataille et le défi climatique si on ne s'attaque pas à la thématique de la sobriété. Pour faire très simple, au niveau France, on est à peu près à 2000 TWh, donc 2000 milliards de kilowattheures de consommation primaire. Et l'enjeu pour 2050, si on veut être neutre carbone en 2050, c'est de passer de 2000 à 1000. Donc ça passe par tout ce qui a été décrit là et sur lequel le groupe EDF accompagne très largement les collectivités, les clients, quels qu'ils soient, sur le fait d'être plus efficace et de maîtriser l'énergie. C'est un enjeu fondamental et derrière lequel se cache finalement le fait de supprimer le fossile pour passer vers l'électricité qui soit décarbonée. L'enjeu est là-dessus, puisqu'en fait dans les 2000 TWh que je citais, 25% seulement c'est électricité, tout le reste c'est du fossile, c'est du pétrole, c'est du charbon, c'est du gaz. Et deux éléments qui suivent, que vous avez indiqués, c'est que finalement cette production électrique décarbonée aujourd'hui, on a cette chance-là, c'est un asset fantastique au niveau France et au niveau Grand Est, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, le Grand Est c'est plein de ressources et d'électricité décarbonée. Mais par rapport à cet enjeu de la décarbonation en 2050, effectivement il faut passer la surmultiplier. Et il faut la passer sur les deux jambes que nous avons, pour marcher il faut toujours deux jambes. La première c'est le nucléaire, avec effectivement une relance du nucléaire, et on se félicite du discours de Belfort, qui passe à la fois par le prolongement de la durée de vie des centrales actuelles, qui deviennent chaque jour plus sûres, plus fiables d'ailleurs au passage, puisqu'on les upgrade avec un plan qui est extrêmement ambitieux de mise à niveau par rapport à tous les retours d'expérience qu'on a pu avoir. Deuxièmement, par un engagement à construire de nouvelles centrales nucléaires. Donc on voit effectivement les 6 premiers qui ont été annoncés par le président, mais il y en a 8 autres dans une liste complémentaire. Et vous noterez que dans le Grand Est, la région Grand Est est candidate effectivement à une paire supplémentaire d'EPR. Deuxième élément, c'est le renouvelable. Donc il faut effectivement, il y a du pilotable, il y a du un peu moins pilotable puisque c'est intermittent ou fatal que si on parle du photovoltaïque ou de l'éolien. Il y a aussi des ambitions qui sont très fortes dans le Grand Est, très fortes pour le groupe EDF. Pour vous donner une idée, aujourd'hui on a à peu près 500 mégawatts de puissance installée. L'ambition c'est d'être à 1,3 gigawatts, donc beaucoup plus ou équivalent d'une tranche nucléaire. Donc ça c'est ça l'enjeu. Sobriété et travailler sur les usages évidemment, c'est ça la priorité. Et accélérer effectivement sur la part de l'électricité dans le mix énergétique global. Je vais me permettre de rebondir, c'est mon côté journaliste, j'y peux rien. Quand je dis serment de Belfort, est-ce qu'il n'y a pas aussi, de ma part, quand je dis serment de Belfort, le fait qu'il y ait une politique qui se fasse sur la continuité et que vous avez, à travers la politique du gouvernement et du président de la République, une forme d'engagement sur le long cours. Est-ce que c'est important pour vous, la question se pose à l'ensemble des énergéticiens que vous êtes, d'avoir une politique qui se fasse sur le long cours et qu'on sache sur quel pied danser, puisqu'on parlait de 2 pieds tout à l'heure?
Alors vous avez tout à fait raison, ça c'est absolument essentiel. C'est quand on est dans le monde de l'énergie, que ce soit le monde de la production, le monde des réseaux, ou j'imagine le monde des réseaux d'eau, on n'investit pas pour quelques années. On investit pour 30, 40 ans, 50 ans. Voilà, donc on est dans des temps longs. Et ce qu'on vit aujourd'hui est souvent le fruit des décisions qu'on a prises il y a 20 ou 30 ans. Donc on se félicite, et notamment dans le domaine nucléaire, d'avoir cette feuille de route qui finalement donne de la visibilité. Et qui quelque part, et ça fait le lien peut-être avec la table ronde précédente, va adresser la question d'un défi qui est absolument fantastique devant nous tous, et dans le Grand Est en particulier, qui est le défi des compétences. C'est-à-dire qu'on n'attire pas les compétences et les jeunes d'aujourd'hui et de demain si on ne leur donne pas de la visibilité. Et si on ne leur dit pas à 30 ans, à 40 ans, voilà ce qui va se passer. Et donc voilà, je pense que personne n'a envie d'aller vers un secteur qui est en perte de vitesse. Et notamment, vous l'avez dit, je crois en préambule, il y a quand même une certaine désindustrialisation qui a eu lieu ici ou là, et le Grand Est en a été un peu victime. Et à travers notamment une démarche comme le Business Act qui a été lancé par la région avec l'État, il y a cette relance, on sent qu'il y a cette volonté de relancer, de réindustrialiser, et le monde de l'énergie est complètement là-dedans pour amener effectivement à la fois des compétences et toute la thématique autour des ressources humaines, la question de plein emploi et de vie dans un travail qui est effectivement motivant, mais effectivement la question de la souveraineté, ne pas être dépendant de l'extérieur par rapport notamment au secteur énergétique. Je vais vous donner la parole. Merci pour cette explication. Je note entre les lignes, donc on peut s'attendre peut-être à un EPR du côté de nos gens, mais vous n'avez rien dit. Sur les nouveaux usages, parce qu'on parle des nouveaux usages, on l'a vu tout à l'heure avec Total Energy, il y a une nécessité de revoir le réseau public d'électricité qui est la colonne vertébrale de cette transition énergétique. Oui, le terme est le bon. Le réseau devient la colonne vertébrale de cette transition énergétique. Pourquoi ? Parce que 95% aujourd'hui des infrastructures de production ENR ou bientôt des bornes de recharge de véhicules électriques sont raccordées au réseau. Et donc, plus d'électricité veut dire plus de réseau. Et aujourd'hui, pour Enedis, c'est un vrai enjeu. D'abord, c'est une rupture technologique. On va devoir adapter le réseau pour accueillir ces nouveaux besoins et ces nouvelles dispositions. Jean-Michel vient de parler d'un investissement sur du long terme. On vient de présenter le plan de développement des réseaux au niveau national avec un horizon d'investissement de 96 milliards d'euros au niveau national. C'est 5 milliards d'euros par an et c'est quasiment 20% de plus que sur les 20 dernières années pour permettre cette rupture technologique et au réseau de s'adapter, d'être plus moderne et d'être plus intelligent. Et puis, évidemment, cette rupture technologique, on la fera aussi avec des nouvelles ressources. Des ressources nouvelles sur des métiers nouveaux. La semaine dernière a été signée avec la filière énergéticien l'école des réseaux de la transition énergétique à l'initiative d'Enedis. C'est au niveau national 3000 recrutements à peu près par an sur les 10 prochaines années pour faire face à ces enjeux. Et dans la région Grand Est, c'est quasiment 350 à 400 embauches chaque année. Donc effectivement, cette transition énergétique, elle donne de la visibilité sur nos métiers et elle donne aussi de la visibilité et un nouveau dynamisme sur des métiers nouveaux. Et puis, le réseau aussi, on a beaucoup parlé de NR, mais vous avez parlé de la mobilité électrique, la flotte électrique. C'est aussi un enjeu majeur parce que les transports, c'est 30% des émissions de CO2. Et donc, on voit bien que la décarbonation, elle va passer aussi par la décarbonation des transports. Et sur ces transports, le véhicule électrique, c'est une technologie mature. La mobilité, les batteries sont de plus en plus performantes, pardon. Et on va pas parler Gigafactory quand même. Non, on va pas parler Gigafactory. Par contre, c'est un vrai enjeu. Et ce véhicule électrique, il ne pourra se déployer que si les infrastructures de recharge sont présentes. C'est un peu le chat qui se mord la queue. Si j'ai pas d'infrastructure de recharge, j'ai pas de véhicule électrique et inversement. Et donc aujourd'hui, nous on travaille Enedis avec les pouvoirs publics pour deux enjeux. Le premier, c'est de développer d'abord les bornes de recharge sur le domaine public. Actuellement, on parle de schéma directeur d'investissement. Voilà, on voit des bornes. L'idée, c'est d'éviter un déploiement erratique des bornes, que cette logique se fasse avec l'ensemble des territoires, au plus proche des territoires et des besoins. Et puis le deuxième enjeu sur les véhicules électriques et sur les bornes de recharge, c'est le déploiement dans le collectif. Parce que la recharge se fait surtout à domicile, à des heures tout à fait définies. On va parler des solutions qui sont apportées par les énergéticiens sur l'intelligence artificielle. Mais il est important donc d'agir. On sait que l'AVER, au niveau national, œuvre sur cet aspect-là. Est-ce que vous pouvez nous parler, parce que tout logement collectif, je crois que c'est 70% des demandes se fait en logement collectif, c'est pas si simple que ça d'installer une borne de recharge. Alors sauf si on est une entreprise et qu'on souhaite, là il y a des facilités, on va y revenir avec vous, Madame Burkel. Mais parlez-nous de cette question de mobilité électrique.
Oui, alors vous me tendez une perche sur l'Aver France, puisque dans la région Grand Est, c'est la Grand Est Mobilité Électrique qui est une association, c'est une émanation de l'Aver France, dans laquelle tout l'écosystème à l'initiative de la région est animé. On retrouve les bailleurs, les fabricants de véhicules, les gestionnaires de réseau comme Enedis, et l'idée étant de faire beaucoup de pédagogie pour accompagner effectivement ces évolutions. Sur le collectif précisément, c'est effectivement quasiment 60% des Français qui habitent dans l'habitat collectif. Et aujourd'hui, l'état d'équipement des parkings, qu'ils soient aériens ou souterrains, il est proche de zéro. C'est-à-dire que très peu de copropriétés se sont lancées. La loi a permis depuis maintenant quelques semaines à la copropriété de se tourner vers Enedis pour demander une extension du réseau sur ces parkings. Alors, nous, on l'a appelé réseau ELEC Auto. Ce qui permet d'abord à la copropriété de ne pas investir, hein, le reste à charge est nul, c'est Enedis qui va préinvestir avec le financement de son tarif, et permettre ainsi à chaque propriétaire ou locataire dans l'immeuble de pouvoir demander ensuite vers nous, de se tourner vers Enedis pour mettre en place une demande d'intervention et de raccordement d'une borne. Et on pense que ça va effectivement faciliter le déploiement du véhicule électrique dans les années à venir, puisqu'on imagine qu'une hausse de 10% d'ici 2030, donc c'est pas rien. On a vu qu'en 9e position des véhicules vendus en France, on avait l'arrivée de Tesla, un véhicule électrique, mais qui malheureusement n'est pas français. Revenons-en à vous, Madame Burkel, parce que vous êtes, et ça c'est étonnant, personne peut-être, moi je ne le savais pas en tous les cas, vous êtes maintenant énergéticien. Vous produisez de l'énergie, en tous les cas c'est une de vos volontés. Passage donc de simple consommateur à gestionnaire d'énergie. Et vous avez également la volonté, que ce soit à travers les biogaz, méthanisation ou à travers le photovoltaïque, d'être un producteur d'énergie, c'est ça ? Oui, alors pourquoi produire de l'énergie ? Bon, on a eu quelques développements de sites avec du photovoltaïque ou de la méthanisation parce que certains élus locaux étaient précurseurs dans ce domaine-là il y a quelques années. Par contre, on a des enjeux certes économiques, on a des enjeux de participer à la maîtrise énergétique vu le changement climatique, mais il faut savoir que dans le domaine de l'eau, on a également des projets de législation européenne qui s'annoncent pour la fin d'année, qui nous amèneront à être obligés d'être autosuffisants ou en tout cas d'atteindre la neutralité énergétique sur nos stations d'épuration de plus grande taille d'ici une quinzaine d'années maximum. Donc on a un vrai enjeu, nous, d'arriver à développer la production d'énergie sur nos sites industriels, entre guillemets, les plus importants. Avec le bémol, et là je rejoins ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est que pour nous, la production d'énergie ne peut pas s'envisager de manière individuelle sans s'inscrire dans un vrai projet de territoire. Parce qu'effectivement, on ne va pas être consommateur d'une énergie décarbonée si on n'a pas le moyen de production à proximité, d'une part. Et d'un autre côté, l'eau est à l'interface de différents domaines, que ce soit l'urbanisme, que ce soit l'énergie, que ce soit l'agriculture. Et on a vraiment essayé de développer des projets qui aient une vision intégrale et globale au sein d'un territoire, avec peut-être l'exemple le plus prégnant qui a été primé au niveau européen très récemment, c'est la station d'épuration d'Erbsheim, où on a installé de la méthanisation. Effectivement, méthanisation des bouts de stations d'épuration, donc on est dans l'élimination des bouts de stations d'épuration, dans de la production énergétique et de la réinjection sur le réseau de gaz à proximité. Mais pour autant, on a souhaité travailler aussi sur les autres enjeux de l'eau, notamment la production de la ressource en eau à proximité. On a des captages d'eau dégradés dans une périmétrie proche. Et du coup, les intrants qui participent à la méthanisation des bouts de stations d'épuration sont des intrants agricoles, donc des productions énergétiques agricoles. De proximité, donc notion d'économie circulaire derrière. Et ces intrants sont des cultures qu'on a choisies, étudiées avec la Chambre d'agriculture pour être des cultures qui ne nécessitent pas ni d'engrais ni de pesticides, donc qui peuvent être implantées sur des captages dégradés, protéger en même temps la ressource en eau. Donc reboucler un peu cette vision production énergétique, préservation de la ressource, favoriser la biodiversité, économie circulaire avec une vision vraiment intégrale d'un projet de territoire en fait. Un cercle vertueux, on va revenir vers vous Monsieur Lévézard dans quelques minutes, mais avant toute chose je voudrais, parce que là on est sur cette notion d'économie circulaire, je crois que c'est quelque chose là aussi, on va parler du site de Carlin qui vous touche, enfin c'est quelque chose, chez Total Énergie vous n'êtes pas insensible à cette question-là quand même. Oui, disons que c'est une notion qui devient de plus en plus marquée, y compris chez les énergéticiens, cette notion de production localisée. Je citerai 3 exemples, effectivement, avant de parler de Carlin.
On a parlé de gaz, biogaz. Le gaz est pour nous une des énergies de transition importantes. On parlait tout à l'heure de mobilité, mais aussi pour la production électrique, pour le tertiaire. On travaille beaucoup sur la notion de méthaniseur et donc avec nos partenaires agricoles. Donc on a cette notion d'économie circulaire, de proximité pour pouvoir justement avoir des entrants qui soient dans un rayon de 50-80 km maximum autour de l'unité de production. Un deuxième exemple également de production énergétique locale, c'est les biocarburants. Pareil, quand on parle de biocarburants, ça nécessite aussi des entrants qui sont souvent issus de déchets du monde agricole. Quand on dit déchets, c'est effectivement avec cette vigilance sur le non-conflit entre production alimentaire et production énergétique. Et donc le biocarburant est aussi produit dans une notion d'économie circulaire avec deux gros enjeux, juste une petite parenthèse sur la mobilité, c'est la mobilité terrestre, oui, mais il y a aussi un très très gros enjeu sur la mobilité aérienne. On parle maintenant de Sustainable Air Fuel, et un des moyens de décarboner le transport aérien, c'est le biocarburant. Alors je venais sur Carlin, puisqu'effectivement on a aussi des sites de production, et en l'occurrence de production de polymères, et là aussi on est dans cette logique de décarboner nos activités. On a annoncé un gros investissement sur une ligne de production à base de plastique recyclé ou biosourcé, et qui justement va permettre d'injecter dans l'économie locale quasiment 15 000 tonnes de plastique issu de plastique recyclé. Donc, je ne dis pas que c'est une notion nouvelle, mais c'est une notion qui va en tout cas s'accélérer, cette notion d'économie circulaire, production locale, et dans une logique de décarboner les activités industrielles ou énergétiques. Sobriété, c'est également le maître mot chez EDF. Merci, Monsieur Pourret, pour cet éclaircissement sur la production de Saint-Avold. La sobriété, l'intelligence artificielle, le smart charging sont des questions qui sont des métiers d'avenir, puisqu'on parlait tout à l'heure de la formation. Ça peut attirer les jeunes, ça doit attirer les jeunes. On veut agir pour la transition écologique plutôt que d'aller manifester ou aller envoyer de la peinture sur tel ou tel ministère. On peut s'engager auprès d'EDF pour faire évoluer les mœurs et pour agir pour la sobriété énergétique. Absolument. Alors, en fait, quand je parlais tout à l'heure de défis, alors il y a le défi climatique. Si on est là, je pense, c'est bien parce qu'on a cette préoccupation de comment on tient les objectifs du GIEC. Et aujourd'hui, on est plutôt en difficulté au niveau mondial. Donc ça, c'est clairement un objectif. Le deuxième et le troisième objectif, c'est vraiment le défi des ressources humaines. Ça, on l'a évoqué. Alors, juste pour donner quelques chiffres, dans la filière nucléaire, on recherche d'ores et déjà 150 000 emplois dans les 10 ans qui viennent. 150 000 dans les 10 ans qui viennent. Donc, c'est à peu près 1500 par an, et le Grand Est 15 000 par an, pardon, et le Grand Est est à cette hauteur-là, avec un enjeu énorme sur ce. Je vais vous avouer quelque chose, j'y pense. Merci. Troisième défi, c'est le défi de l'innovation. Et effectivement, EDF est complètement embarqué dans ce défi de l'innovation par notre propre recherche R&D pour voir comment on peut imaginer le monde de demain, et dans ce qu'on appelle l'open innovation également, avec le tissu, des pôles de compétitivité, des centres de recherche, des incubateurs, etc. Défi d'innovation, on a l'habitude de dire que 50% des innovations de 2050 ne sont pas encore trouvées. Donc, bienvenue dans le concours Lépine, il faut se mettre là-dessus. Donc, un défi qui est énorme. Et alors, pour revenir à la perche que vous me tendez, et ça rebondit aussi sur ce qui a été dit à l'instant, on ne fera rien sans les territoires. Et donc, c'est important, effectivement, d'être ici, à la région Grand Est, pour indiquer qu'effectivement, nous, EDF, on pense que tout passe par, effectivement, les territoires, sur cet ancrage, sur ce maillage territorial, et que le monde de l'énergie ou de l'électricité rejoint celui des télécoms, des NTIC, comme on a l'habitude de dire, des technologies de l'information et de la communication. Et donc, il y a deux exemples qu'on peut citer. Le premier, c'est effectivement sur les véhicules électriques. Donc, on a lancé côté EDF des recherches et des services assez avancés sur comment le véhicule peut-il jouer un rôle vis-à-vis du réseau. Donc, c'est le véhicule to grid. Donc, il y a une opération qui s'appelle Recharge intelligente dans le Grand Est qui est en train de se déployer et dont l'objectif est précisément de voir comment ces voitures qui sont des petites batteries sur des roues peuvent rendre un service au système électrique. Et ça, c'est assez fondamental. Aujourd'hui, quelques milliers de véhicules, finalement, c'est peanuts, mais demain, quelques millions de véhicules, ça peut être très significatif et on en aura besoin.
Ça va donner ce qu'on appelle des flexibilités sur le réseau électrique. Donc, si je comprends bien, la voiture devient également je dirais une batterie qui permet de renvoyer de l'énergie quand on est dans des périodes un peu de tension, c'est bien cela ? Et exactement, hein, à la fois un service en termes de puissance, d'énergie au bon moment, de soutien au système. Donc c'est effectivement aussi le petit, le small is beautiful versus les grands réseaux. Le monde de demain, c'est un monde qui est plus contrasté qu'il l'était avant, hein, et dans lequel on a une bidirectionnalité entre des productions centralisées, et elles resteront majoritaires, il ne peut pas en être autrement, et un monde du décentralisé, de l'autoconsommation, de la consommation au plus près, ou de la production au plus près de la consommation. Et deuxième sujet sur lequel, là aussi, je pense que vous me tendez la perche, c'est ce qu'on a vu hier encore à Mulhouse, c'est la question de l'informatique au sens du jumeau numérique. Est-ce que peut apporter finalement la simulation numérique par rapport à cette transposition, à cette vision qu'on veut mettre dans le monde énergétique de demain? Et donc, c'est un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par la Banque des Territoires, qui a été remporté par la ville de Mulhouse avec un certain nombre de partenaires, dont nous. Et Enedis. Et Enedis, évidemment. Et donc l'idée, c'est de mettre à disposition finalement de cette réflexion sur comment on fait évoluer un quartier qui est un quartier anciennement industriel, avec une histoire industrielle, vers un quartier de demain où vont cohabiter des gens qui travaillent, des gens qui se détendent, qui vivent, des déplacements, des mobilités, la question de la biodiversité, la présence de l'eau. Et donc tout ça, c'est simulé à travers un jumeau numérique qu'on avait développé pour modéliser les centrales nucléaires et qui peut être très bien utilisé. C'est une plateforme numérique qui va être utilisée pour imaginer finalement le quartier et la ville de demain. Et ça, c'est très très fort. EDF, un projet d'avenir, avec Enedis, puisque c'est aussi de la data. Je voudrais souligner que la tribune est également à l'initiative du forum Zéro Carbone, un forum qui met en avant cette idée chère à Jean-Christophe Tortora, qui est l'idée de ville du quart d'heure. Il y a cette idée qu'il faut densifier la ville. Est-ce que avec ce projet de sobriété énergétique, mais également de mobilité électrique, est-ce qu'on peut dire que Enedis vit une nouvelle révolution? Et puisque vous parliez avec ce projet DMC à Mulhouse, est-ce que vous pensez que là aussi, sur l'intelligence artificielle, il va falloir revoir un peu nos modes de fonctionnement? Et est-ce que les usages vont évoluer dans les années à venir? Indéniablement, effectivement, on en est tous convaincus, et l'énergie non consommée est la meilleure énergie. Enfin voilà, on parle de sobriété énergétique. Là, nous, côté Enedis, on développe un certain nombre d'infrastructures, réseaux informatiques qui permettent effectivement, que ce soit aux particuliers et aux collectivités locales, de mieux maîtriser leur impact énergétique. Je pense notamment autour du portail collectivité locale qu'on a pu développer, qui permet aux collectivités de modéliser effectivement leur profil de consommation, vers quoi ils peuvent s'orienter et surtout vers quoi ils peuvent agir pour mieux maîtriser leur consommation d'énergie. On a vu que la ville de Strasbourg allait modifier l'éclairage public encore hier soir aux informations. Effectivement, et l'éclairage public est l'exemple parfait, puisque ça représente à peu près 40% de la consommation d'une collectivité locale. Et on a vu fin 2022 une baisse significative autour de 20% de ce sujet. Alors, je vais parler plutôt pour les communes rurales, pour le coup, qui n'ont pas forcément de dispositif propre pour le pilotage de l'éclairage public. Et dans ce cadre-là, nous, Enedis, on a mis en place un service gratuit par le biais de nos compteurs communicants qui va leur permettre effectivement d'éteindre automatiquement leur éclairage public entre minuit et 6 heures et concourir ainsi à une meilleure gestion de leur énergie et de leur consommation d'électricité. En tous les cas, il était extrêmement intéressant de vous avoir autour de cette table ronde. Je ne peux pas vous quitter sans parler de cet investissement qui est fait au sein d'S2A concernant les inondations, concernant cet engagement également sur la gestion de l'eau. Je vous remercie. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, Madame Burkel. En tous les cas, merci à nos 4 intervenants. Jean-Baptiste Arnoux, directeur territorial Meurthe et Moselle et délégué de l'action régionale Grand Est pour Enedis. Jean-Michel Deveza, délégué régional EDF Grand Est. Et Gilles Pourret, directeur régional Grand Est de Total Énergie, et Madame Estelle Burkel, directeur général adjoint métier et expertise technique au sein du syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle, d'avoir mis en lumière le Grand Est, terre d'énergie.